ici Héloïse Dubois. Le soir de mes 18 ans, j'ai soufflé mes bougies sur un gâteau de supermarché bon marché pendant que ma belle-mère claquait une pile de papier sur la table de la salle à manger de notre maison à Lyon. Signe ça tout de suite ou dégage pour toujours, a aboyé Valérie Leroy en pointant son doigt manucuré sur la copie du testament. 1,2 million d'euros, ce n'a jamais été prévu pour une petite morveuse comme toi, cet argent appartient à cette famille. Mon père, Marc Dubois, se contentait de fixer le sol sans un mot. Mon demi-frère, Théo, s'est renversé dans sa chaise avec un sourire en coin comme si Noël était arrivé en avance. Je n'ai pas signé. 10 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir avec un seul sac à dos, un vent glacial de -7 degrés transperçant mon sweat à capuche et la porte d'entrée verrouillée derrière moi. J'ai emprunté le même chemin que je prenais depuis des mois, le même coin sombre, la même vieille dame enveloppée dans un manteau fin, assise silencieusement sur des cartons aplatis avec un gobelet en métal devant elle. Comme chaque soir, j'ai sorti mon dernier billet de 5 € et je l'ai glissé dedans. C'est là que ses doigts secs se sont refermés sur mon poignet avec une force surprenante. Elle m'a tiré vers le bas et a chuchoté, les yeux écarquillés de terreur, « Écoute bien ma fille, ce soir tu ne dors pas dans la rue, pas au parc, nulle part où ils t'attendent, trouve un hôtel pas cher, paie en liquide, verrouille la porte et demain matin reviens ici, j'ai quelque chose qui te sauvera la vie. Bienvenue dans mon histoire. Si vous avez déjà été trahi par les personnes censées vous aimer le plus, restez jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu si vous regardez ça depuis un endroit où il fait froid ce soir, commentez votre ville ci-dessous et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de drames familiaux et de vengeance chaque jour. Je tremblais sur le trottoir sombre de Lyon, fouillant dans mon sac à dos pour trouver les derniers billets froissés qu'il me restait, 127 € gagnés en faisant la plonge dans une brasserie tout l'été. C'était tout ce que j'avais. Le vent coupait à travers mon sweat, faisant chuter la température bien en dessous de 0. J'ai marché vers l'est jusqu'à ce qu'une enseigne au néon rose clignotante attire mon regard, hôtel de l'Étoile, chambre libre. Le réceptionniste n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand j'ai glissé 38 € sur le comptoir, liquide uniquement, pas de carte d'identité, pas de questions. La chambre 12 sentait le vieux tabac et l'eau de Javel, mais le verrou fonctionnait et la fenêtre fermait bien. J'ai gardé mes bottes, je me suis recroquevillée sous la fine couverture en gardant mon manteau et j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus aucune larme. Le lendemain matin, je suis retournée directement au coin de rue. Madame Bernadette était déjà assise sur son carton habituel, son gobelet devant elle, son manteau serré contre elle. Je me suis accroupie et je lui ai dit que vous saviez que quelque chose allait arriver cette nuit-là. Elle m'a étudié un long moment, « Appelle-moi Madame Bernadette Rousseau, je te surveille depuis un moment ma petite, les gens dans cette maison veulent vraiment te voir partir. » Je lui ai tout raconté, l'héritage, la façon dont Valérie agitait la vieille copie en hurlant que si je ne touchais pas l'argent, il finirait quand même par revenir à mon père, comment elle était convaincue que cela appartenait à la famille. Madame Bernadette a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête comme si elle avait entendu la même histoire 100 fois auparavant. Cet après-midi-là, je suis allée à la station-service ouverte 24h24 près du parc et j'ai supplié le gérant pour n'importe quel poste libre. Il m'a embauchée sur le champ comme caissière de nuit, 10 € de l'heure en liquide, pas de papier. Le premier vrai salaire n'arriverait pas avant 2 semaines mais j'avais besoin de quelque chose tout de suite. Les nuits ont pris un rythme, pointer à 23h, passer la serpillière, remplir les rayons, encaisser les camionneurs et les jeunes fêtards jusqu'à 7h du matin. Je vivais de nouilles instantanées à 99 centimes et de viennoiseries de la veille en promotion. À chaque service, je mettais de côté 5, parfois 10 €. Quand le soleil se levait, je marchais jusqu'au coin de rue et je les glissais dans le gobelet de Madame Bernadette. Elle ne demandait jamais d'où ça venait, elle pressait juste mes doigts froids entre ses mains sèches et disait merci. Certaines nuits, une forte odeur chimique venait du parc, comme si quelqu'un avait renversé un bidon d'essence entier. Je me disais que c'était juste la station-service d'en face, j'étais trop fatiguée pour réfléchir davantage. Puis un matin, après avoir fait un double service parce qu'un collègue s'était porté pâle, j'ai coupé par le parc comme toujours. Du ruban jaune bloquait chaque entrée, les pompiers étaient partis mais l'odeur d'essence et de plastique fondu flottait, épaisse. Chaque banc sur lequel j'avais l'habitude de dormir quand je n'avais plus d'argent pour l'hôtel était noirci et tordu.
Le coin exact où je cachais mon sac à dos sous une bâche n'était plus que de la cendre et un sac de couchage brûlé que quelqu'un d'autre avait laissé. Des enquêteurs prélevaient des échantillons sur une bouteille en plastique fondu avec un chiffon encore coincé dans le goulot. L'un d'eux a dit à son partenaire qu'ils avaient 2 motifs clairs et une empreinte de chaussure dans l'herbe humide. Je suis resté là à fixer la destruction, l'estomac noué si fort que j'ai cru que j'allais vomir sur le trottoir. Ces bancs étaient mon plan de secours, quelqu'un venait de s'assurer que je n'avais nulle part où aller. J'ai ralenti le pas au moment où les gyrophares bleus ont commencé à clignoter contre les bancs calcinés. Tout le côté nord du parc était bouclé par du ruban jaune qui claquait au vent. 2 experts incendies en veste bleu marine étaient à genoux en train de gratter la suie dans des bocaux à preuve tandis qu'un autre policier photographiait la bouteille d'eau fondue. L'air avait d'un goût d'essence. Une Clio grise familière a crissé en s'arrêtant au bord du trottoir. Manon Lefebvre a sauté hors de la voiture, son tablier de serveuse battant au vent, les yeux écarquillés. « Héloïse, je conduis dans toutes ces rues chaque matin pour te chercher. » Elle a tendu la main vers moi, j'ai reculé d'un pas. « Je gère, ai-je dit. »« Tu appelles ça gérer ?» Elle a désigné la destruction d'un geste de la main. « Monte dans la voiture, tu viens chez moi. » J'ai secoué la tête, je ne peux pas t'entraîner dans tout ça. Elle a ouvert la bouche pour protester mais je m'éloignais déjà. Ce soir-là, après avoir nettoyé les comptoirs et réapprovisionné les boissons énergisantes jusqu'à ce que mes doigts sentent le nettoyant au citron, je suis allé directement au coin de rue. Madame Bernadette était déjà là, son manteau serré contre le froid. Je me suis accroupie près d'elle, vous saviez que quelque chose arrivait la nuit où j'ai été mise à la porte. Elle a tapoté le carton, assieds-toi. Je me suis assise. Elle a gardé la voix basse. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué le même gamin qui tournait autour de ce pâté de maison presque toutes les nuits, basket cher, blouson de marque, il ne donnait jamais un centime, il te regardait juste compter ton argent, regardait où tu marchais, j'ai déjà vu ce regard, c'est le regard de quelqu'un qui planifie quelque chose. Elle a fouillé dans ses couches de vêtements et a pressé une minuscule clé USB noire dans ma paume avec un bout de papier plié. Le papier portait 2 mots en lettres capitales tremblantes, regarde seul. J'ai acheté une caméra solaire pas chère au magasin d'occasion, a-t-elle chuchoté, je l'ai montée sur le lampadaire en face, elle tourne depuis la première fois que je l'ai vue, quoi qu'il y ait sur cette clé, tu le regardes toute seule d'abord, ensuite tu décides ce qui doit être fait. J'ai refermé mon poing dessus, pourquoi risquer ça pour moi ? Parce qu'il y a 20 ans, mon propre fils a décidé que je valais plus morte que vive, personne ne m'a défendue à l'époque, je suis trop vieille pour me battre mais je ne suis pas trop vieille pour te donner l'arme. De retour dans la chambre 12, j'ai verrouillé la porte, traîné la commode devant et branché la clé sur mon ordinateur portable fissuré. Un seul fichier. J'ai cliqué sur lecture. Vision nocturne, horodatée il y a 4 nuits. 2 silhouettes entraient dans le champ en portant des bidons en plastique rouge. Le plus grand a posé le sien, a sorti un téléphone et a incliné l'écran vers la lumière. Théo Leroy, mon demi-frère, souriant comme si tout ça était une blague. Il s'est tourné vers son ami, on finit ça avant vendredi, elle signe à la banque la semaine prochaine et cet argent sera bloqué pour toujours, après ça pas de seconde chance. Son pote Harry a dévissé le bouchon et a commencé à asperger le liquide sur chaque banc où j'alternais mes nuits. Théo l'a rejoint, s'assurant que le coin exact où je cachais mon sac soit complètement imbibé. Il a regardé droit dans son propre téléphone et a dit, un problème en moins. Puis il a craqué l'allumette. J'ai regardé la vidéo 3 fois entière, le cœur battant si fort que j'étais sûr que les voisins pouvaient l'entendre. Chaque seconde était une preuve, chaque mot était une condamnation à mort. Je suis resté figé au bord du lit d'hôtel, les mains tremblant tellement que le gobelet en plastique vide a glissé de mes doigts et a craqué sur le carrelage. La vidéo tournait encore sur l'écran. J'ai ramené la barre de progression à la seconde exacte où Théo inclinait son téléphone vers le lampadaire. La conversation SMS brillait sur son visage. Le nom de l'expéditeur en haut indiquait Valérie Leroy, ma belle-mère. Le dernier message envoyé 19 minutes avant qu'il ne craque l'allumette était impossible à mal interpréter. La clause du testament est claire, si elle ne réclame pas l'argent avant la date de signature, chaque euro revient directement à ton père, fais ça vite et propre, pas d'erreur cette fois. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous.
Il n'essaie pas de me faire peur pour que je quitte la ville, il croyait sincèrement que si je disparaissais avant de signer à la banque, l'argent deviendrait automatiquement celui de mon père. Ils avaient tort mais ils étaient prêts à me tuer pour cette erreur. Ma poitrine s'est serrée si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai cherché mon téléphone et composé le seul numéro de confiance. Manon a répondu à la première sonnerie, « T'es où ? Chambre 12, viens maintenant, ne t'arrête pour rien. » Elle était à ma porte en moins de 15 minutes, portant encore le même tablier de serveuse. J'ai verrouillé derrière elle, remis la commode devant la porte et lancé la lecture sans explication. Nous avons regardé la chose entière dans un silence total. Quand le rire de Théo a résonné dans la petite pièce, la main de Manon a volé à sa bouche. Quand le texto de Valérie a rempli l'écran, elle a agrippé le bord du lit comme si elle allait tomber. « C'est ton demi-frère » a-t-elle chuchoté, et c'est ta belle-mère qui lui donne des ordres. Elle a fixé l'image figée puis moi, il pense que te tuer donne l'argent à ton père sur un plateau d'argent. C'est ce que dit la vieille copie qu'ils ont volée dans le coffre de grand-père, ai-je réussi à dire, ils n'ont jamais vu la version mise à jour. Le regard de Manon s'est durci, on apporte ça directement à la police demain matin, pas de discussion. J'ai à peine dormi, chaque craquement dans le couloir ressemblait à des pas. À l'aube, je me suis glissée dehors et j'ai marché jusqu'au coin de rue. Madame Bernadette était déjà là, enveloppée dans le même manteau délavé. Je me suis accroupie près d'elle, vous m'avez sauvé la vie. Elle a secoué la tête doucement, pas encore, mais j'ai reconnu le regard sur le visage de ce garçon il y a des semaines, le même regard que mon fils avait la nuit où il a décidé que je valais plus morte. Je n'allais pas laisser l'histoire se répéter sous mes yeux. Comment sauviez-vous pour la caméra ? J'ai eu un pressentiment la nuit où tu m'as parlé de cet héritage pour la première fois, l'avidité rend les gens stupides mais elle les rend aussi prévisibles, je dors d'un œil ouvert depuis 20 ans, je me suis dit qu'il était temps que ça serve à quelqu'un d'autre. Elle a pressé ma main une fois, chaude et stable, tu fais ce que tu as à faire maintenant, je serai toujours juste là. Manon a attrapé mon bras dès que je suis rentrée dans la chambre, on part dans 5 minutes, je me suis portée pâle au resto, ça finit aujourd'hui. Manon a fait marche arrière sur le parking de l'hôtel avant même que le soleil ne dépasse les toits et a conduit directement au commissariat central de Lyon. Nous avons passé les portes vitrées alors que l'accueil était encore à moitié vide. Le sergent à l'accueil a jeté un coup d'œil à mon visage et nous a fait entrer sans un mot. Le lieutenant Antoine Morel nous a reçus dans une petite salle d'interrogatoire au mur gris avec une table boulonnée au sol. Il avait la quarantaine, cheveux poivre et sel, des yeux calmes qui ne rataient rien. J'ai posé la clé USB noire sur la table, c'est la vidéo de mon demi-frère versant de l'essence dans le parc où je dors, ma belle-mère lui a dit de le faire. Il a inséré la clé dans son ordinateur sans commentaire et a lancé la lecture. La pièce est restée silencieuse sauf la voix de Théo sortant des haut-parleurs, se vantant des délais et de l'argent. Quand le texto de Valérie a illuminé l'écran, Morel a mis en pause, s'est penché et l'a lu 2 fois, puis il m'a regardé, vous avez le document de succession ? J'ai fait glisser la copie pliée, les mêmes pages que Valérie m'avait agitées au visage la nuit où elle m'a jeté dehors. Il a scanné la clause, celle qu'elle adorait citer sur les fonds revenant à mon père si je ne les réclamais pas. Morel a hoché la tête une fois, ne bougez pas. Ils nous ont gardé la majeure partie de la journée. D'abord un technicien a confirmé que la vidéo n'avait pas été montée et que les métadonnées étaient intactes, puis ils ont passé le visage de Théo dans le système. La photo du permis de conduire est apparue instantanément. Un autre détective a amené l'ami de la vidéo moins de 2 heures plus tard. Le gamin a vite demandé un avocat mais a quand même fait une déclaration écrite admettant qu'il avait été payé 200 € pour aider à donner une leçon à quelqu'un. En fin d'après-midi, Morel est revenu, nous avons assez pour un mandat d'arrêt, tentative d'incendie criminel aggravé, ça va chercher loin, on va le chercher ce soir. Manon m'a conduite à son appartement pour que je ne sois pas seule. À minuit 47, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Morel. Théo Leroy est en garde à vue, a-t-il dit d'une voix stable. Les uniformes sont allés à la maison dans les Monts d'Or il y a 20 minutes. Il a essayé de s'enfuir par derrière mais nous avions couvert le jardin. Il ne parle pas encore mais les preuves sont en béton. J'ai demandé pour Valérie. Elle est arrivée 10 minutes plus tard en hurlant que tout était une erreur, elle avait déjà un avocat, le meilleur cabinet pénal de la région. Le juge des libertés a accordé une libération sous caution avec condition,
bracelet électronique, ordonnance d'éloignement, remise du passeport. Elle est chez elle maintenant mais le bracelet s'allume si elle s'approche à moins de 150 mètres de vous. Manon m'a laissé dormir sur son canapé cette nuit-là. Le lendemain matin, une berline sombre était déjà garée en face de la station-service quand je suis partie pour mon service. La même voiture a suivi la Clio de Manon les 2 nuits suivantes. Valérie portait peut-être un bracelet électronique mais elle croyait toujours que l'argent finirait chez mon père quoi qu'elle fasse et elle n'avait pas fini d'essayer. Vendredi matin, le notaire de la banque m'a appelé pendant que je nettoyais le comptoir du loto entre 2 clients. Mademoiselle Dubois, les papiers finaux sont prêts, apportez 2 pièces d'identité et venez quand vous voulez aujourd'hui, une fois que vous signez les documents d'acceptation, l'intégralité des 1,2 million est transférée immédiatement sur le compte bloqué créé à votre nom uniquement, pas de cosignataire, pas de dérogation. J'ai dit au gérant que j'avais une urgence familiale et j'ai pointé plus tôt. Manon m'a récupéré et nous avons conduit vers le centre-ville en silence. Le hall de la banque était frais et calme, le marbre résonnant sous mes baskets. Un bureau privé, moquette épaisse, lourd bureau en bois. La notaire m'a expliqué chaque page, impôts, bénéficiaires, protection contre la fraude. Elle a glissé la feuille de signature finale, c'est ça, après cette ligne personne ne peut toucher au capital sans votre consentement écrit, jamais. J'ai signé Héloïse Dubois à l'encre noire, la main stable pour la première fois depuis des semaines. Quand le scanner a bipé la confirmation, elle a souri, félicitations, vous êtes maintenant une jeune femme très riche. Nous sommes sortis dans la lumière aveuglante de midi. Ma nouvelle carte bancaire semblait étrange dans ma poche comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'appel a commencé avant que nous atteignions la voiture. Numéro masqué, puis le nom de Valérie a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 5 fois, puis un SMS. Nous devons parler en famille, je peux tout expliquer, retrouve-moi s'il te plaît. Je l'ai bloqué. Le lieutenant Morel a appelé 1 heure plus tard pendant que Manon nous conduisait déjeuner. Votre belle-mère vient de déclencher l'alarme de périmètre du bracelet 3 fois, elle a engagé un détective privé véreux. C'est le même type qui est assis sur le parking de la station-service et devant l'immeuble de Manon depuis hier, nous l'avons sur les caméras de surveillance en train de changer de véhicule, une patrouille l'amène en ce moment pour interrogatoire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, les doigts froids malgré la chaleur. Cette nuit-là, j'ai travaillé seul pour la fermeture. À 23h03, le dernier client est parti et j'ai verrouillé les portes avant, compté la caisse, éteint l'enseigne. Le parking arrière était presque vide, juste 2 semi-remorques sous les lampadaires. J'avais mes clés en main, me dirigeant vers la voiture de Manon quand un gros SUV noir est arrivé vite et m'a coupé la route. La vitre du conducteur est descendue. Un homme en coupe-vent sombre s'est penché, le visage à moitié dans l'ombre et a tendu un téléphone vers moi sans dire un mot. La voix de Valérie est sortie du haut-parleur, basse et venimeuse. Retire toutes les plaintes Héloïse, signe l'argent pour ton père comme l'héritage le prévoyait et tout ça disparaît, continue de pousser et la prochaine fois il n'y aura pas d'avertissement. J'ai reculé jusqu'à ce que mon dos touche le mur en parpaing. L'homme gardait le téléphone stable, attendant. J'ai sorti mon propre portable de mon tablier, appuyé sur le numéro rapide que Morel avait programmé et mis sur haut-parleur pour que le type entende chaque mot. Lieutenant, je suis sur le parking de la station sur le Grand Boulevard, SUV noir immatriculé Tango 49, votre messager délivre une menace de la part de Valérie Leroy en ce moment même. La voix de Morel a coupé instantanément, calme et tranchante, restez exactement où vous êtes, unité en route, 90 secondes. Le moteur du SUV a rugi, les pneus ont fumé alors qu'il faisait une marche arrière brutale, heurtant une poubelle et disparaissant vers la bretelle d'autoroute. Je suis resté sous la lumière grésillante, le pouls martelant dans mes oreilles, sachant que le combat venait de passer à un tout autre niveau. Les sirènes ont déchiré la nuit avant même que le SUV n'atteigne l'autoroute. 3 voitures banalisées de la BAC et 2 patrouilles l'ont coincé à l'échangeur. Le conducteur a essayé de sauter la barrière de sécurité, un officier l'a plaqué face contre le bitume avant qu'il ne fasse 10 mètres. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé le téléphone prépayé encore chaud de l'appel de Valérie, une page Google Maps imprimée avec la station-service entourée au marqueur rouge et une enveloppe contenant 5 000 € en petites coupures avec une note manuscrite, dernier avertissement, pas d'erreur. Manon et moi avons atteint le commissariat juste après 2 heures du matin pour faire nos dépositions formelles.
Au lever du soleil, le chauffeur engagé avait déjà signé des aveux complets, contacté par ma belle-mère 2 jours plus tôt, instruit de me faire une peur bleue et de s'assurer que je retire chaque plainte. Il a même donné la conversation SMS originale de Valérie et plan exactement ce qu'il était censé dire. Le juge de permanence a révoqué sa caution à 3h17 du matin. Les policiers sont arrivés à la maison des Monts d'Or avant que les lampadaires ne s'éteignent. Pas d'avocat hors de prix cette fois, Valérie a été traitée et emmenée directement à la maison d'arrêt de Corba. Le procureur a ajouté subornation de témoins et menace de mort aux charges existantes. Chaque compte joint qu'elle partageait avec mon père a été gelé à midi. Les huissiers ont saisi la propriété le même après-midi. Marc Dubois s'est présenté à l'hôtel de l'Étoile 36 heures plus tard. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis l'arrestation, chemise sortie, yeux injectés de sang, main tremblante alors qu'il se tenait dans l'entrée du hall. Le veilleur de nuit a sonné ma chambre, j'ai failli lui dire de renvoyer mon père mais je suis descendu. Il est tombé à genoux à la seconde où il m'a vu, directement sur la moquette usée entre la machine à glaçons et le distributeur. « Héloïse, je t'en prie », a-t-il étouffé d'une voix rauque, « retire les plaintes, Valérie et Théo se sont laissés emporter mais il reste ta famille, je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé, je voulais juste qu'on reste tous ensemble comme avant. » Je l'ai regardé de haut, tu es resté silencieux la nuit où elle m'a jeté dehors sans rien, tu as lu la même copie du testament qu'elle, tu les as laissés croire que si je disparaissais l'argent te reviendrait. Je pensais qu'on pourrait arranger ça, a-t-il chuchoté, les larmes coulant sur ses joues mal rasées, je n'ai jamais cru qu'ils allaient vraiment. Tu ne les as jamais arrêtés non plus. Il a tendu la main vers la mienne, j'ai reculé. Vous avez tous lu un paragraphe de ce testament et construit tout votre plan autour, ai-je dit d'une voix plate, vous aviez tort depuis le premier jour et maintenant c'est trop tard. La sécurité est apparue derrière lui, 2 policiers l'ont pris par les bras et l'ont relevé doucement. Il ne s'est pas débattu, répétant juste mon nom alors qu'il le sortait. J'ai regardé à travers les portes vitrées alors qu'il restait assis dans sa vieille voiture pendant près d'une demi-heure, le front pressé contre le volant avant de finalement partir. Plusieurs mois plus tard, je me tenais devant la salle d'audience principale du tribunal judiciaire, les mains dans les poches d'un nouveau manteau qui protégeait vraiment du vent. À l'intérieur, la galerie était presque vide, juste quelques journalistes et Manon assises près de moi. Le juge a lu les verdicts sans élever la voix. Valérie Leroy a écopé de 7 ans pour subornation de témoins, menace de mort et complot en vue d'incendie criminel aggravé. Théo Leroy a pris 5 ans en centre de détention pour mineurs jusqu'à ses 21 ans, puis transfert automatique en prison pour adultes. La maison a été vendue aux enchères en quelques semaines. Mon père a tout perdu sauf la vieille voiture qu'il conduisait encore pour aller à des petits boulots qui payaient à peine le loyer d'un studio près du fleuve. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour installer Madame Bernadette Rousseau aux Résidences du Soleil, la meilleure maison de retraite médicalisée hors de la ville, chambre privée avec de grandes fenêtres, fleurs fraîches chaque semaine, 3 repas gastronomiques par jour. La première fois qu'elle a marché dans le jardin avec de vraies chaussures au lieu de sacs plastiques autour des pieds, elle a tellement pleuré que l'infirmière a cru que quelque chose n'allait pas. Manon a emménagé dans la chambre d'amis de la petite maison que j'ai achetée, elle a quitté la brasserie et s'est inscrite à temps plein à l'université Lyon 3 avec la bourse que j'ai créée en son nom, et nous avons peint les murs de couleurs vives qui ne rappelaient ni les hôtels ni les cellules de prison. Le dernier jour du procès, l'avocat de la banque est venu à la barre pour verser le document officiel au dossier. Il a lu la clause que mon grand-père avait discrètement ajoutée quand j'avais 16 ans, celle que Valérie et mon père n'avaient jamais vue. Si Héloïse Dubois décède ou ne parvient pas à accepter le capital avant la date de signature désignée, la totalité des fonds sera transférée irrévocablement à la Fondation pour la jeunesse en difficulté, aucune partie ne reviendra à Marc Dubois ou à tout autre membre de la famille en aucune circonstance. Le visage de Valérie s'est effondré, elle a fixé la page comme si elle l'avait giflé. La salle d'audience était silencieuse sauf le bruit sourd du marteau du juge confirmant la pièce à conviction. Après la sentence, les policiers l'ont fait passer devant moi menottée. Elle s'est arrêtée, les yeux fous, cet argent était censé être à nous, a-t-elle sifflé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, tu as essayé de me tuer pour de l'argent qui ne t'aurait jamais appartenu de toute façon, tu as tout perdu par avidité, c'est le prix à payer. Je suis sortie sous le soleil sans me retourner. Parfois la gentillesse vient d'étrangers quand la famille vous laisse tomber, parfois les gens qui partagent votre sang sont ceux qui vous font le plus de mal,
mais la vraie famille, celle qui compte, c'est celle que vous choisissez et celle qui vous choisit en retour. Madame Bernadette m'a appris ça avec 5 € et un avertissement, Manon l'a prouvé chaque jour et j'ai appris qu'aucune somme d'argent ne vaut la peine de vendre son âme. Si vous regardez ceci et que quelqu'un dans votre vie vous a montré à quoi ressemble une vraie famille même si ce n'était pas celle dans laquelle vous êtes né, mettez votre ville dans les commentaires et dites-moi leur nom. Rappelons-nous que la gentillesse trouve toujours son chemin, même quand tout le reste s'effondre.